il y a des cycles dans la manière dont tu fais ça quand même, où tu estimes être en... Parce que, tu vois, quand tu prends cette phase de 1 an, là, où tu bosses la GTO, je pense qu'on peut quand même différencier ces gros cycles, où en fait, tu as une intention, comme je te dis, qui est assez claire, qu'elle dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, de en fait ta vie plus normale, où oui, tu apprends par erreur, tu te confrontes à la difficulté, mais c'est quand même pas pareil, tu vois, de vraiment être capable de tout remettre en question, quitte à ne plus avoir de V quasiment pendant 2 3 4 5 6 mois, en fait ta vie quotidienne où tu apprends, mais tu fais quand même de lever d'une certaine manière, tu vois. Euh, du coup, en fait, ouais, il n'y a pas vraiment de question, mais peut-être qu'il y a un point quand même, parce que je pense que les gens qui écoutent, c'est assez cool. Je vois beaucoup de gens, par exemple, qui prennent des formations et qui, en même temps qu'ils font la formation, ont des attentes conscientes ou inconscientes de gagner de l'argent. Mais en fait, quand tu prends une formation et que tu implémentes de nouvelles choses, tu crées du chaos d'une certaine manière dans ton jeu. C'est-à-dire que la Ouais, tout à structure fait. générale, Il y a un moment où ça se passe moins bien parce que tu es en apprentissage, quoi, tout simplement. exactement, on Ah est bah d'accord. forcément, c'est sûr, c'est sûr. Et donc cette phase-là, bah, on est d'accord qu'avoir des attentes de gagner sous prétexte de j'ai pris une formation, du coup je devrais gagner tout de suite, c'est une erreur. Il y a comme un Bien chaos sûr, qui se crée avant de remonter et évidemment. d'assimiler en fait les concepts et tout quoi. Ok. Ouais, du coup, bah, j'ai rien d'autre à ajouter sur ça, mais je pense Non, que c'est ce qui est important. intéressant, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand tu vas jouer contre des gens qui sont plus forts, Ouais. tu te rends compte aussi de à quel point ils sont plus forts. Et en Hmm. fait, ça peut te rassurer aussi pas mal de fois, tu vois. Et en fait, on se rend compte, bah, typiquement, même quand tu joues contre les meilleurs joueurs du monde, il y a personne qui joue GTO à 100%, tu vois, Ouais. pour plein de raisons. Et tu les vois faire des erreurs aussi, etc., etc. Et c'est pas une critique que je fais envers eux. C'est juste que ça nous donne confiance aussi. Et tu dis, OK, c'est normal de faire des erreurs, en fait, tu vois. Et en fait, bah voilà, tu vois qu'il y a des spots où tu es meilleur qu'eux, tu vois que les spots, tu les appréhendes d'une meilleure manière, tu as moins de pression pour X ou Y raison, tu es peut-être mieux préparé mentalement, physiquement, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en considération. Donc, c'est des EV qui sont compliqués. Et puis, il y a autre chose qui, moi, a été une de mes grosses forces, que j'avais reperdu un peu pendant cette année, justement, où j'avais travaillé et que je récupère au fur et à mesure dans le bon sens parce que tu l'incrémentes et quand tu te rends compte aussi que tout le monde ne joue pas GTO, ça te permet aussi de dire, OK, bah, je peux, enfin, je sais pas comment expliquer. Quand tu fais quelque chose et que tu sais pourquoi tu le fais, en fait, et que tu penses en plus être un peu en avance sur certaines choses, ça te donne une confiance de ouf, en fait. Et tu as moins peur du regard des autres, etc., etc. Donc ça, c'est la partie pour travailler. Mais tu as le côté aussi sur l'instinct. Et ça, en fait, c'est pareil, c'est un truc au début, tu dis, ouais, bah, l'instinct, il y en a plein qui disaient, ouais, tu vois, quand on entend les anciennes générations, souvent on entend, bah, la variance, c'est aussi quand je sais pas, quand tu bluffes un spot, et ben que tu tombes sur contre nuts, tu vois, sur le préflop, etc. Et en fait, si tu fais attention à l'instinct, si tu fais attention à machin, etc., enfin, je sais pas, c'est pas faire attention, mais en fait, ça va être compliqué à expliquer forcément, mais ton Avec de cerveau, la conscience sur les choses. en fait, ton cerveau, il a capté énormément d'informations Oui, qui sont difficilement triables, puisque exactement. c'est le but de l'instinct. Et en fait, quand tu te trompes, souvent pré-flop dans les spots de 3 bêtes, dans les spots de 4 bêtes, etc., c'est pas forcément que tu es tombé sur les mauvaises ranges, c'est aussi que en fait, ton instinct est juste moins bon aussi, en fait. Tu vois, il y a des gens qui ont des instincts plus développés, en fait. Et moi, je pense avoir cet instinct-là aussi un petit peu plus développé. Euh, D'ailleurs, enfin, à l'époque, quand on jouait beaucoup. Un de mes très bons copains, c'était Laurent Polito, qui faisait beaucoup de live, etc. Là, je te parle de ça avant qu'il y ait les solvers et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, et on avait pas mal de très bonnes dynamiques pré-flop, tu vois. C'était sympa à suivre. Et c'était pas que du clic, justement. Tu vois, il y avait quand même pas mal d'informations qui avaient été prises à gauche, à droite, des phrases qui ont été dites à tel moment, qui te donnent des informations. Voilà. Et ça existe encore un petit peu, beaucoup moins forcément. Mais l'instinct, lui, il existe toujours, en fait, avec ce qu'on a l'habitude de voir et les profils des joueurs, tu sais. Souvent, bon, je m'éparpille un petit peu, mais souvent, quand tu coaches quelqu'un, par exemple, il va te dire, genre, ah, dans ce spot-là, bah, je peux 3 bêtes ou je peux flat, tant de pourcents et tant de pourcents, etc. Bon, là, j'ai décidé de 3 bêtes. Et puis en fait, tu regardes le mec jouer et tu te rends compte qu'en fait, ben, ce spot-là, il le fait pas du tout en termes de pourcentage. Ça, il va tout le temps 3 bêtes ou tout le temps flat ou tout le temps machin. Et ben voilà, c'est ça aussi la dynamique. C'est-à-dire que quand toi, tu t'es aperçu de ça, en fait, bah, tu vas directement avoir, genre,
sa range qui va complètement changer quand il va 3 bêtes. Et tu vas savoir direct s'il est beaucoup plus déséquilibré ou pas, en fait, tu vois, dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, tu te trompes moins, en fait. Et t'as pas besoin de te remémorer tous tes spots, tous les spots qui se sont passés. Tu as juste besoin, ton inconscient a fait le travail, en fait. Et bon, voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je me. Est-ce que tu penses que, enfin, j'aime pas mettre une définition sur l'instinct parce que c'est des sujets qui se débattent d'un point de vue philosophique pendant des heures et des heures. Pour moi, c'est très mathématique, l'instinct, encore. Je suis Ouais, d'accord. j'ai le sentiment que c'est le cumul de tes compétences qui sont non conscientisées à l'instant T, mais que tu arrives à ressortir d'une certaine Ton, manière pour prendre une ton décision. expérience, tes compétences, exactement, tout à fait. Exactement. Ah, c'est pas quelque chose de si ésotérique ou spirituel, l'instinct, à mon sens, Non, en tout non, cas, dans la ouais, manière ouais, dont moi, je je vois pense les pas non choses. plus. Tu vois. Ok. Du coup, tu penses que des joueurs inexpérimentés, ils doivent jamais écouter leur instinct, entre guillemets? C'est pas une bonne chose? Bah, tu vois, je parlais avec Dave, et Dave m'a dit, Davidi, donc il me dit, on discute quand même pas mal, etc. Il me dit, ouais, la dernière fois, je parlais avec un joueur et tout, et ce joueur me dit, putain, j'ai écouté mon instinct et tout, j'ai payé, etc. Et Dave, il lui dit, ah ouais, et tout, il lui dit, mais c'était bon. Et le joueur il lui dit non et tout, je me suis trompé, tu vois. Et Dave lui dit, il dit, écoute, franchement, c'est un joueur qui est très fort, hein, tu vois, c'est le Mhm. mec avec qui il parle, Dave, c'est un mec qui est très fort et tout. Et il lui dit, écoute, t'es pas un joueur d'instinct, si je peux te donner un conseil, genre, entre guillemets, ne l'écoute pas forcément, tu vois. Ton Parce instinct. que, ton instinct. Parce Ok. qu'en fait, c'est une qualité. Alors, ça veut pas dire qu'elle se travaille pas, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose, tu vois, qui. Il y a des gens qui ont de l'instinct, il y a des gens qui n'ont pas d'instinct, il y a des gens qui veulent pas en avoir aussi. Tu as des gens qui veulent juste jouer GTO de A à Z et avoir des bluffs dans tous les spots et pouvoir coller dès qu'ils sont bas parce que sinon ils seront défoncés. Il y en a quelques-uns qui sont Je comme me ça, tu permets vois. de te couper, Alex, mais est-ce qu'il y a des mecs qui sont tout en haut, top monde, qui ont pas cet instinct et qui jouent, entre guillemets, full GTO? Je pense que ça a été corrigé beaucoup, ouais, mais ça veut pas dire, et donc ils ont de l'instinct, mais ça veut pas dire que c'est leur arme principale, enfin Hmm. forcément d'ailleurs. Et je pense que les meilleurs joueurs d'ailleurs sont quand même la plupart du temps très bons théoriquement en GTO. Oui, bien Ça va sûr, être ça plus, n'empêche pas. voilà. Mais ça n'empêche pas tout à fait. Mais d'ailleurs, souvent je parle de ça pour mettre la comparaison, c'est qu'au début quand la GTO a été créée et qu'on voyait les joueurs arriver en live en GTO, ils n'y arrivaient pas. Ils Hmm. n'y arrivaient pas parce qu'ils avaient zéro adaptation contre telle ou telle personne, en fait, tu vois. Et ça a très vite été corrigé. Et ensuite, bah, aujourd'hui, on le voit, la plupart des joueurs qui gagnent, c'est souvent des mecs qui sont quand même bien théo et qui sont forts techniquement sur le long terme, quoi, on va dire, quoi, hein, clairement. Donc, ça reste pour moi la base, ça reste la technique. Mais toutes ces choses-là, tu vois, c'est des plus, en fait, quoi, tout simplement, quoi. C'est des plus. Donc on est d'accord, en fait, moi je te rejoins totalement là-dessus, hein, qu'un top player, ce serait un mec qui en fait est très fort théoriquement d'un point de vue GTO, donc dans la compréhension structurelle et mathématique des choses, qui n'a pas trop de leaks, si on en revient un petit peu aux choses qu'on disait aussi, mais qui a une capacité au-delà de la GTO justement parce qu'il en connaît, il la connaît, pardon, de dévier d'une certaine manière en fonction de différents paramètres à table, ce qu'on pourrait qualifier d'instinct à certains moments, quoi. Bah en vrai c'est la GTO quoi, c'est la game theory optimale quoi, tu vois, c'est là où on fait un peu le truc, c'est que quand on parle de GTO game theory optimale, bah ouais, on parle entre solveurs, entre robots à EV0, mais si on commence à mettre des humains à l'intérieur, bah la game theory optimale, ça reste avec tous les paramètres qu'il y a autour quoi, tout simplement quoi. Donc pour toi, l'exploit, c'est de la game théorie optimale d'une certaine manière. Bah ça dépend si t'es leaké techniquement aussi quoi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est tout. Les mecs qui sont que exploit, ils sont forts jusqu'à un certain moment et après ils seront capés, enfin ils seront capés. Sauf s'ils bossent, mais je veux dire, ils pourront pas. Pour moi, hein, c'est à mon sens. Hein, je connais pas mal de joueurs qui sont très bons en exploit, qui déroulent pas mal de fields, mais qui auront du mal à passer le très très haut niveau parce que ils n'ont pas ces connaissances techniques et ils sont. Et d'ailleurs, C'est aussi comment dire, le problème de cette expérience-là, c'est que les joueurs qui ont joué leur ont donné cette expérience-là. Et du coup, quand on leur explique deux, trois choses, on va dire qu'ils bah, ils ont du mal à y croire, ils ont du mal à comprendre parce que ils ont l'impression comme ça marche pas sur leur fil, bah, que ça va pas marcher au-dessus, en fait, si tu veux, et que surtout, ça va être aussi, il y a un truc qui est intéressant dans ce sens-là aussi, c'est euh, la value qu'on pense dégager contre certains joueurs en collant des spots, par exemple, sans faire tapis, qui va être bon contre certains, et contre d'autres, bah, en fait, tu réaliseras jamais assez ton EV, et du coup, tu feras beaucoup plus d'erreurs à call. Et ça va être tu vois, la limite.
de faire tapis tremblant, par exemple, dans les spots. Il y a contre des joueurs, c'est très bon, contre des joueurs, c'est cata. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, il y a des joueurs qui vont tout le temps faire tapis et des joueurs qui vont jamais faire tapis. Euh, Parce que leur expérience a fait que, tu vois, en gros, quoi. Ah, je réfléchis à plein de trucs en même temps, c'est super intéressant. Ok, bah écoute, non merci Alex, très bien. Je réfléchis mais ça me va. Tu voulais ajouter un truc là-dessus ou ça va? Non, non. C'est good. Ok. Tac tac tac. Ouais. Bah, on est quand même là pour parler de mental un minimum, même si de toute façon tout est tout est lié, ça n'a pas de Ouais. sens pour moi le mental. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, même avec le temps, mais euh, comment tu le travailles concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, on va essayer de faire abstraction des routines, de faire abstraction de l'alimentation, du sport, etc., qui font partie de tout cet aspect psychophysiologique essentiel pour performer. Est-ce que toi, d'un point de vue mental pur, il y a des exercices pour, je sais pas, gagner en concentration? Il y a des exercices pour machin, très spécifiquement sur le mental, quoi, entre guillemets. Bon, déjà, moi, j'ai travaillé avec plusieurs coachs mentaux depuis 2017-2018. Je crois que j'en ai eu quatre, c'est mon quatrième. Je travaille avec maintenant depuis 3 ans, le dernier. Ça se passe super bien et il a une approche qui était complètement différente de ce que j'avais vu auparavant, dans le sens où les premiers coachs que j'avais eus, c'était quand même vachement scolaire, tu vois, c'était des trucs, voilà. Et là, je suis plus dans un spot de, je sais pas, psychologie, tu vois, psychologie, voilà. Et du coup, on va au fond et on parle de plein de sujets différents. C'est devenu même un ami, hein, voilà, c'est mon coach. Et lui, il m'a fait découvrir aussi, même si j'en faisais un petit peu, mais il m'a fait découvrir la respiration et la méditation. Alors, je méditais déjà un petit peu, même si c'était pas très très régulier. Et en fait, voilà, il a, il a, il a coaché pour des champions d'apnée à l'époque. Et en fait, c'est très intéressant parce que tu as différentes sortes de respiration qui te permettent d'avoir différents états, en fait. Donc, des états de concentration, des états pour te réveiller les fois où tu te rends, justement, que tu te sens un petit peu endormi et tout. Alors, ça veut pas du tout dire que je les maîtrise, honnêtement, aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ça qui est cool, c'est que je les maîtrise pas et que ça me donne encore, justement, une marge de progression dans ce domaine. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est des plus, clairement. Est-ce que, Et avant que tu passes à un autre sujet, si tu as que de la respiration, est-ce que tu travailles avec des breathwork, genre réels, qui te font modifier tes états de conscience, etc. Ou est-ce qu'on parle plus de respiration, euh, plus légère, on ne veut pas dire moins bien, hein, mais de respiration simplement pour activer le système nerveux sympathique, parasympathique et un petit peu, en gros, te mettre dans les états de relâchement ou d'activation, etc. ben, ça va être un peu, tu vois, les deux en fait. Ça va dépendre de à quel moment, si j'ai le temps, pas le temps, où est-ce que je suis dans ma chambre, est-ce que je suis à la table, est-ce que je me lève, est-ce que tu vois, ça va être à ces moments-là. Et c'est ça, c'est assez cool d'avoir. Bon, c'est une image un peu à la con, mais t'as un sac et tu pioches un peu dans ce que tu veux Ouais. pour ça, tu vois. Et moi, mon coach est aussi coach de tennis. Et justement, à Vegas, je l'ai fait venir pendant 10 jours pour la première fois, voilà, pour voir comment ça pouvait se passer. Et on a fait des échanges au tennis. Il m'a coaché techniquement, il m'a coaché au tennis aussi pendant des séances. Et justement, on mettait en place, on essayait toujours, quand je te parlais de rapport avec de ce qu'on fait et le poker, bah, les respirations et les moments de concentration, etc., de focus avec le tennis, que j'essayais de retranscrire ensuite autour de la table, en fait, tu vois, à certains moments, tu vois. Et ça, c'est lui qui me les a donnés. Donc, c'est toujours cool. Ça donne, je reviens toujours sur le même mot, mais du plaisir. Ça, tu vois, ça te change. Tu restes pas dans une monotonie, tu vois, voilà, tu fais d'autres choses et tout, donc et puis tu apprends de nouvelles choses aussi, ça c'est quand même cool aussi, quoi. Donc voilà, ça c'est la partie respiration du mental. Et Avant que je te ensuite, laisse continuer, excuse-moi, hein, mais avant que je te non, laisse bien sûr, bien sûr. continuer, les gars, pour les gens qui nous écoutent là, la respiration, je pense qu'elle est, en fait, elle est incomprise de beaucoup, dans le sens où on entend trop simplement, je sais pas, tu vis une émotion, respire. Ok. C'est vrai en fait en soi. Ok. Maintenant, comme le dit très bien Alex, il y a plein de types de respiration qui peuvent justement aider en effet quand on a un ressenti émotionnel trop fort, ou en tout cas impactant d'une certaine manière ou problématique pour ce qu'on a envie de faire ensuite. Il y a plein d'autres types de respiration qui permettent d'activer les choses, de plus se focus, de redescendre, etc. Et je vais totalement dans le sens d'Alex sur le fait que
On a trop de monde qui nous disent oui, c'est bon, la respiration, je sais, sous prétexte de, en fait, quand t'as un bad beat, respire. Mais genre, ça va 100 fois plus loin que ça. Et encore une fois, totalement en accord avec Alex sur, je pense profondément que c'est le levier numéro un de jouer sur la physiologie. Et donc, quel est le premier levier pour jouer sur la physiologie? Ça va être la respiration. Pour justement aller chercher des états quelconques. Et je le dis à tout le monde, intéressez-vous à ça. Il y a des mecs qui s'appellent par exemple Stéphane Jansoun, que j'ai reçu sur YouTube. Vous pouvez aller voir l'interview avec lui qui est trop bien, qui a écrit un bouquin là-dessus. Et sinon, je vais vous parler d'un gars aussi pour ceux qui nous écoutent qui s'appelle Steph Gentis, qui c'est encore différent. On parle vraiment là de breathwork avec une recherche de modification des états de conscience pour aller chercher d'autres choses, etc. C'est très critiqué, normal, les fondements scientifiques sont un petit peu plus bancaux, etc. Ou bancal, je sais pas comment on dit. Et même moi, parfois, je mets un petit peu de barrière avec ça. Mais ceux qui s'intéressent à la respiration, qui ont envie de creuser, pardon, allez voir ce que fait Steph Gentis sur YouTube ou Stéphane Jansoun. C'est une approche totalement différente, mais les deux sont fascinants. Et merci Alex, du coup, je te laisse continuer. Non, voilà, donc c'est des choses qui sont nouvelles, qui changent. Et puis, c'est vrai qu'après la méditation, je sais que enfin, je le fais pas assez en fait, et je pense que je devrais le faire un peu plus souvent. Après, méditer, c'est souvent on entend, bah, moi je sais pas méditer, parce que c'est vrai que c'est dur de méditer, enfin de prendre la conscience au début, etc. Je sais pas méditer parce que bah, je sors tout le temps de la méditation. Mais ça, c'est normal en fait, ça fait partie du truc, quoi. Et mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, peut faire du bien dans pas mal de spots et on peut l'intégrer dans une routine, plus ou moins. Enfin voilà, après, il y en a qui, enfin j'ai envie de dire, tout le monde est différent, donc encore une fois, mais je pense que ça fait du bien à tout le monde, quoi. Voilà ce que je pense. Pareil, je pense comme toi. Je pense que les 30, 40, 50% des gens qui soit se sentent mal en méditant, soit me disent ouais, moi ça me convient pas, c'est juste des gens qui n'ont pas encore réussi à expérimenter le truc pour qu'en fait ça leur procure des effets ou des intérêts quelconques à long terme. Je te rejoins totalement, je vois pas comment d'un point de vue physiologique pur, la méditation peut ne pas être intéressante, sauf dans ce que démontrent les études clairement sur la méditation, c'est problématique pour les personnes qui ont de l'anxiété généralisée, des troubles anxieux généralisés, Ouais, euh, je suis pas. ouais, certaines phobies ou certains troubles du rythme cardiaque. On a quand même des cas assez spécifiques où l'anxiété, par exemple, parce qu'en fait, c'est quand même un trouble qui est présent chez 20%, 30% de la population à différents degrés. Et en fait, le fait d'être seul avec soi-même, ça génère beaucoup plus d'anxiété chez une bonne partie des gens que justement qu'autre chose. Et c'est la raison principale pour laquelle pour eux c'est impossible de méditer, ça peut créer des crises d'angoisse, etc. Et donc une très mauvaise expérience de la méditation qui va pas avoir de bénéfice sur le long terme. Donc on a quelques cas comme ça spécifiques chez 15% de la population, peut-être en moyenne, mais quand on s'extirpe de ça, je pense qu'on doit tous essayer de creuser le travail. Et voilà. Dernier point, je pense que si ce qui est difficile avec la méditation, c'est que beaucoup de personnes recherchent des états comme internes de bien-être en mode je médite pour, tu vois, vision très utilitariste et court terme de la méditation. Déjà, c'est un peu plus complexe, mais c'est aussi l'effet long terme, je pense, qui est intéressant, où juste en méditant tous les jours, ben, on voit des intérêts clairs sur la concentration, la gestion émotionnelle et tout, quoi. De toute façon, quand on parle de long terme, enfin, toutes ces approches-là, que ce soit le mental, que ce soit la méditation, que ce soit, je sais pas, le sport, l'alimentation, tout ça, dans l'ensemble, c'est du long terme. Et du coup, pour réussir à l'intégrer, et encore une fois, c'est très dur, hein, il y a toujours des hauts, des bas, enfin voilà, mais il faut réussir à l'intégrer dans un mode de vie. Et du coup, essayer de voir ce que ça veut dire mode de vie et comment est-ce qu'on peut le mettre pour que ça soit le plus facile possible faire la sélection au moins si on peut pas tout faire de ce qui peut être faisable, quoi, tout simplement. Je pense que c'est important. Je te rejoins à 2000. Même si c'est très individuel, individualisé en fonction des gens, est-ce que toi, il y a genre, qu'est-ce que tu mettrais en premier, par exemple, entre douche froide, méditation, breathwork, je ne sais quoi? Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? C'est une question un peu stupide parce que moi-même, je n'y crois pas vraiment. Mais est-ce qu'il y aurait des choses, toi, à mettre avant d'autres, peut-être, selon ton expérience en tout cas? Tu me parles pas de sport, tu me parles pas de trucs généralisés, tu parles de Ouais, nouvelles ça choses, pour quoi, moi, plus, quoi. c'est Euh, évident. ouais, voilà. Bah, je pense, honnêtement, la méditation, moi, je pense que ça permet vraiment d'être. En fait, dans la méditation, tu peux même faire des warm-up, tu peux faire plein de choses, en fait, tu vois. Donc, et on dit souvent aussi, alors du coup, ça devient moins de la méditation, parce qu'après, ça dépend comment on veut comment on veut l'utiliser, mais
On dit souvent aussi que au moment où on fait le vide sur nous-mêmes, où on va avoir des idées, où on va avoir, tu vois, des axes de travail, etc. Et ben moi, ça me permet de le faire aussi, quoi. Quand je médite, en fait, tu vois, je suis beaucoup plus créatif dans pas mal de choses, etc. Et du coup, ça me fait du bien aussi. Et, tu vois, c'est cool, quoi. Mais la méditation, de toute façon, les gars, c'est pas se poser avec les mains sur les genoux et se concentrer sur sa respiration, hein. Enfin, disons que ça, c'est un axe pour peut-être essayer de faire quelque chose, mais je veux dire, on peut méditer en marchant. On peut réellement, Sûr. d'un point de vue, tu vois, même des ondes cérébrales qui sont cohérentes avec des états méditatifs, tu peux méditer en marchant, quoi, en fait, littéralement. Je pense que la En méditation, pleine conscience, quoi. C'est ce qu'on dit en général, de manière bah, générale. exactement. Mais la pleine conscience, pareil, c'est pas que se dire, bah, je dois impérativement être dans l'instant présent Non, avec non. un stress du moment présent, tu vois. Euh, Par exemple, tu vois, il y a un truc tout bête, je sais pas si tu connais le. Tu vois ce que c'est le DMN, Default Mode Network? Non. Ok, en gros, t'as différentes euh, zones du cerveau, ou aires cérébrales, qui, activées de manière assez simultanée, vont créer ce qu'on appelle le DMN, Default Mode Network. Et en fait, c'est donc le mode de connexion neuronale par défaut, où c'est un état où tu ne fais rien, globalement où tu n'es concentré sur rien, donc on ne te demande même pas d'aller te concentrer sur ta respiration ou quoi que ce soit, mais qui à l'heure actuelle est très étudié et semble être fondamental notamment pour ce qui va être le traitement de la régulation des émotions. C'est-à-dire qu'on voit que les personnes qui n'ont pas leur DMN activé assez régulièrement dans la journée ont beaucoup plus de difficultés dans la régulation émotionnelle de manière générale. Ok. Pourquoi? Parce que d'un point de vue évolutif, quand tu regardes sur genre 20 000, 200 000, même 500 000 ans d'évolution, on n'a jamais eu de situation où l'homme a été confronté à des stimuli permanents et tout au long de la journée. Genre tu te lèves, 8h, 8h15, machin, ça n'a aucun putain de sens, tu vois. Il y a même dans des tribus où les gens ne font rien et ils sont là et ils attendent, typiquement activation du DMN, tu vois. Et ça, cet état-là, est-ce qu'on peut le comparer à un état méditatif? Je sais pas, en fait, c'est juste la sémantique ici, mais on voit qu'il est fondamental, encore une fois, dans le traitement et la régulation des émotions. Et donc, j'invite assez souvent des gens juste à avoir des temps où ils ne font rien, sans essayer, en plus, excuse-moi, je vois que sans Ouais, ouais, essayer non, non, non. de chercher à faire quoi que ce soit. Juste, tu te poses, tu regardes le mur. Si ensuite tu as envie de penser à quelque chose, pense à quelque chose. Si tu as envie, prends pas ton téléphone évidemment, parce que là il n'y a plus de DMN, tu vois. Mais juste laisse-toi aller et laisse-toi vagabonder, tu vois. Et ça, c'est super intéressant. Apprendre à s'ennuyer, ça s'appelle Ouais, aussi. exactement. Exactement. Je sais plus qui disait que le mal de l'homme est de ne plus être capable globalement de rester seul dans une pièce vide. C'est la citation exacte, quoi. Tu vois, le Ouais, mal de l'homme actuel est de. Voilà. Et totalement d'accord. Le mec qui sait s'ennuyer, je pense que c'est un vrai game changer dans bien sa vie. sûr. Et je pense qu'en plus, ça rend plus heureux, en vrai, quoi. Parce que Ouais. tu vois, t'es plus en détente surtout après. Et, enfin, c'est ce que je pense. Mais je suis pas dans ce cas-là, hein. Mais en tout cas, c'est cool d'arriver à cet état-là, je pense, vraiment. Ouais, totalement. Mais est-ce que c'est possible, tu vois, bon, on va pas débattre de ça 100 ans, mais dans la société actuelle, est-ce que c'est possible? Je sais pas, mais Non, je mais suis ça permet de prendre du temps pour soi, en tout cas, tu vois, et ça permet d'essayer de le faire, et ça permet, voilà, je pense que tout le monde arrive à caler, genre 20 minutes dans sa journée, largement, tu vois, et 20 minutes, c'est beaucoup déjà. Si tu arrives à faire 20 minutes tout le temps de ça, c'est déjà huge, donc c'est vraiment pas mal, je pense. clairement. Ça me fait penser à un truc que tu disais tout à l'heure, Alex, qui me semblait être une grosse force aussi, c'est que tu me disais quand t'es en vacances, t'es en vacances. Genre tu parles pas de poker, enfin, presque pas de poker, tu touches pas aux cartes, etc. Ça, je sais pas, 90% des joueurs que j'ai vus, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que même quand ils sont en vacances, il y a comme une forme, c'est pas que lié à de l'addiction, mais bah je m'ennuie, vas-y, je vais lancer une table même si je suis pas dans ma phase de performance, quoi, tu vois. Donc toi, tu me confirmes déjà que quand tu es en vacances, tu es en vacances, quoi. En fait, j'ai eu cette période-là où justement j'étais incapable de ne pas jouer, quoi. Je l'ai eu clairement. Et ça fait, enfin, depuis que on va dire 5 ans, 5 6 ans peut-être après le Covid, je sais pas. Mais j'ai remarqué que justement ma performance était beaucoup plus élevée quand je faisais pas forcément des temps de repos déjà, parce que ça va, ça paraît logique. Et ça me reboostait, ouais, ça me donnait envie de mettre. En fait, pour être bon, j'ai besoin d'avoir l'impression d'être dans la performance. Et maintenant, ma définition d'être dans la performance, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de mettre en place des choses tout au long de de ma journée ou quoi, qui me font montrer que je suis professionnel, tu vois. Et c'est ça qui va me faire être dans la performance. Donc, c'est tous les à côté. Et si je suis en vacances et qu'un soir, je décide de faire une session,
bah, en fait, ça va me faire chier parce qu'à la fin, je vais pas avoir eu l'impression, j'aurais pas fait ma préparation, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, et du coup, j'aurais l'impression d'avoir fait une session, mais d'avoir joué à un jeu comme si j'avais joué à un jeu lambda, en fait. Et le poker, bah, c'est mon travail, j'ai pas envie, et puis c'est, tu vois, c'est ma passion, c'est mon travail, mais c'est pas un jeu lambda pour moi, donc j'ai pas envie de le mettre dans cette catégorie-là. Donc quand j'ai envie d'être tranquille et que j'ai envie de faire, bon, encore une fois, j'y joue plus, mais j'ai envie de faire un PES, un FIFA, un machin, ok, je le fais, mais si j'ai envie de jouer au poker, non, j'attends d'être dans la phase de performance et de mettre ce qu'il y a autour pour y être, en fait, en gros. Donc maintenant, j'arrive à vraiment cut quand je fais ça, quoi. Ça t'arrive de, surtout online, j'imagine, moins en live, mais de devoir, entre guillemets, jouer, c'est jamais un devoir, on a ce luxe de pouvoir choisir, et de capter que t'es pas dans un état optimal de performance, et donc de ne pas jouer, simplement de te dire, ouais, là, non. Souvent, ça m'est arrivé online, bah, pareil, pour plein de raisons. Déjà, je pense que par rapport au live que je joue, par rapport au online, etc., et puis ma préférence quand même, qui restera le live en ce moment, en tout cas. Il y a des moments où je peux m'ennuyer, tu vois, quand je fais, voilà, et suivant l'intensité des sessions et tout. Et du coup, des fois, je suis là, je suis en mode, ah, est-ce que je lance? D'habitude, je dois jouer le mardi, mais est-ce que là, j'ai vraiment envie, etc. Et puis Aurélie, elle est en bas, elle fait autre chose. Est-ce que je vais pas aller avec elle, etc. Et quand, justement, je travaille là-dessus avec mon coach mental, parce que, bah, en fait, je me rendais compte que quand je lançais les sessions en mode, bon, on verra, parce que tu sais, des fois, tu te dis, C'est ouais, ça. je vais lancer, et puis ça va aller, tu vois, C'est machin et ça. tout. Ah, ça va pas, quoi, tu vois. Ou quand ça arrive, parce que ça peut C'est arriver, mais l'achat, ça ça. reste, ouais, ça reste un pourcentage qui est faible. Et puis en plus, le truc, c'est que bah, cette EV perdue sur le moment, on peut s'en foutre. Mais en fait, ça va jouer même sur le prochain. C'est-à-dire que derrière, tu vas peut-être t'en vouloir un petit peu, tu vois, tu vas peut-être avoir perdu un peu confiance. Tu sais, c'est des petits trucs qui sont cumulables. C'est pas juste la session en soi. Ok, bon, bah, j'ai perdu, on passe à autre chose. Non, c'est, ouais, je m'en veux un petit peu, etc., etc. Donc du coup, ça, j'avais travaillé un petit peu là-dessus. Enfin, j'ai travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus apte à me dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer? Bon, forcément, non. À quelle heure il va finir le tournoi? Le tournoi, il finit à 3h, 4h du mat. Je suis chez moi, j'ai pas envie de me coucher à 4h du mat. Bah, ok, c'est un tournoi qui est super, mais vas-y, tant pis, je le fais pas. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça et je passe à autre chose plutôt que de le faire. Et au final, me dire à minuit, enfin, tu vois, ça va être encore trop long ou quoi, tu vois. Donc, ça veut dire peut-être que je manque aussi du coup, d'objectifs à ce moment-là. Peut-être que je manque un peu de, de sens. Peut-être que c'est vrai, tu vois, sûrement d'ailleurs. Mais en tout cas, mon sens, je l'ai mis autre chose et mon intensité, j'ai envie de la mettre autre part. Et du coup, bah, je fais la balance entre les deux et je décide de pas le jouer quoi, aujourd'hui.